Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut Kev, alors ça va ? Ça va très bien, et toi ? Nickel, on se retrouve donc pour ce 3e épisode de OBT et on va parler des habitudes aujourd'hui. Tout à fait. Les habitudes, concept clé en productivité. Exactement. Concept clé, puis je pense un concept dont on entend pas mal parler ces dernières années. Il y a pas mal de livres qui sortent sur le sujet. Même tous les jours on entend parler, moi je dirais. Oui, c'est vrai, carrément. Alors, un petit peu moins. Enfin, moi j'ai un livre en tête notamment où tout le monde m'en a parlé, celui-là, quand il est sorti. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure, hein. Mais même ma sœur, qui est pas une grosse lectrice à la base, l'a lu et l'a adoré. Donc ça m'a motivé à dire tiens, je vais peut-être regarder un peu ce qu'il dit. Et c'est vrai que c'est pas mal. Donc cool, tu nous en parleras tout à l'heure. Ouais. C'est pareil, moi je le connaissais pas ce livre, c'est toi qui m'en a parlé. Donc effectivement, les habitudes, on entend ça quasiment presque tous les jours, pour pas faire de généralité. J'ai l'habitude de faire ça, j'ai pas l'habitude, etc. Et moi j'ai envie de poser cette question. Et si en fait nos habitudes, les habitudes, sont des petits gestes du quotidien, mais qui peuvent être vraiment game changer. Si nos habitudes, elles étaient en réalité les véritables chefs d'orchestre de nos vies. Ça, c'est une question. Je pense que c'est intéressant d'y répondre. Je ne sais pas si on arrivera à y répondre en tout cas, mais parce qu'on pense souvent qu'on va décider quelque chose consciemment, comme pour une vente ou quoi, et en fait on se rend compte que c'est les émotions qui décident plus que le conscient. Mais de l'ordre de 90 ou 92%, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un peu ça. Et en fait, moi je pense que ce sont les habitudes qui décident à notre place. Et qui s'amusent à jouer avec notre gestion du temps. Si on repart, on fait le lien entre les habitudes et la gestion du temps, et sur notre organisation. Et pour ça, je pense qu'il faut définir ce que c'est une habitude. Est-ce que tu veux que je définisse, ou est-ce que tu veux, toi, en parler un petit peu Non, écoute, je vais te laisser définir ce qu'est une habitude. Je rebondirai là si je trouve quelque chose de pertinent. Sur ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est ce qui nous drive un peu au quotidien. Il y a énormément de choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Un exemple très parlant, c'est le nombre de fois où tu déverrouilles ton téléphone dans la journée. Exactement. Alors qu'il n'y avait pas de raison fondamentale, hein, et tu te rends compte des fois attends, pourquoi je viens de le déverrouiller? Donc complètement d'accord. Et des fois même tu le déverrouilles, tu dis je vais regarder l'heure que c'est, tu le déverrouilles. Tu le refermes et tu fais « Ah mais merde, pourquoi je l'ai fait ? J'ai même pas regardé l'heure alors que c'était pour ça que je le faisais. » Alors complètement, ça c'est vraiment un truc terrible. Moi je sais que je le fais moins depuis que j'ai une montre en fait. Mais en fait pendant longtemps j'avais pas de montre parce que je regardais l'heure sur le téléphone. Et c'est vrai que je le faisais, mais je sais même pas combien de fois par jour où je regardais l'heure, mais j'étais à moitié dans ma tête. Donc 2 secondes après, attends, mais c'est quelle heure en fait ? Tout à fait. Et du coup je te laisse définir, parce que comme à chaque sujet, je pense que c'est important de définir le contexte du sujet. Exactement. Pour savoir où est-ce qu'on va et être sûr qu'on parle tous de la même chose. Voilà. Ouais. Exactement. Donc pour moi, une habitude, c'est même pas pour moi, je pense que c'est ce que c'est une habitude, c'est une croyance qui est installée dans notre système à nous. Et quand on parle de système, c'est vraiment c'est toutes les stratégies cognitives, c'est-à-dire de notre cerveau, de notre corps. En gros, c'est vraiment l'ensemble, c'est-à-dire j'ai des habitudes. Et c'est l'ensemble de notre système qui est coincé ou pas dans ses habitudes. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour faire quelque chose. Pour faire simple, pour répondre, pour organiser, quoi. On réfléchit pas, c'est une habitude, on le fait. C'est comme ça. On a l'habitude, le fameux « Ah, mais de toute façon, on a l'habitude de faire comme ça ». Et les habitudes, c'est très important pour notre système et pour notre cerveau parce que ça crée un raccourci. C'est-à-dire que c'est un gain de temps. Et on l'a vu, t'en as parlé je sais plus si c'est dans le premier ou dans le 2e épisode, mais t'en as parlé en disant que notre corps, il est fait pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire l'économie de survie, etc. Et les habitudes, ça sert à ça. Ça sert vraiment pour notre cerveau à se dire, ok, c'est trop bien parce que ça me demande pas d'énergie, pas d'effort. J'y réfléchis donc pas. Voilà, exactement. Donc je le fais. Exactement ça. C'est vraiment le moyen qu'a trouvé un peu notre cerveau pour économiser un maximum d'énergie
j'automatise comme on pourrait le faire. Aujourd'hui, on le fait beaucoup avec du numérique. Voilà. Créer des automatisations pour pas y penser, gagner du temps, de l'énergie. Notre cerveau, il l'a toujours fait. Voilà, non mais il a n'y avait pas de fin à cette phrase. Il l'a toujours fait parce que il supporte pas faire des efforts. Ouais. C'est tout. Et on en a parlé aussi. Ça peut faire un lien. Alors c'est un peu biscornu, mais un lien avec les lignes de désir qu'on avait vu dans les architectes, etc. Ouais. C'est pareil. On a cette habitude d'aller au plus court en fait quand on marche, par exemple. Ouais. Donc pareil, toujours dans l'état d'esprit de s'économiser. Alors maintenant, est-ce que les habitudes sont bonnes ? Est-ce que c'est bien d'avoir des habitudes ? Et il y a des bonnes habitudes et des habitudes qui sont un petit peu moins bonnes. Mais par contre, elles ont tout un point commun. Ça, c'est vrai. C'est que c'est une répétition. Une habitude, c'est une répétition, quelque chose qu'on fait. Et c'est comme ça qu'elle s'inscrit. Et voilà, et c'est comme ça qu'elle s'installe dans le système de toute façon. Et souvent, elles sont même installées sans qu'on s'en rende compte. C'est pas facile à dire ça. Ouais. Ça se fait à un niveau inconscient. En vrai, voilà, ça se fait à un niveau inconscient. Donc, si un jour on se dit, moi j'ai l'habitude de faire ça, et en fait je m'étais même pas rendu compte que je faisais ça. Ouais. Et des fois quand on met les gens, on les questionne un petit peu sur leurs habitudes, ils commencent à conscientiser le fait que c'est vrai, je fais toujours ça quand il se passe ça. Je vais à un entretien d'embauche, j'ai toujours ce stress là où je fais toujours ça aussi, où je vais faire mes courses. Il y a des habitudes comme ça. Et quand on s'amuse à leur faire dézoomer un petit peu sur comment vous réagissez sur une action quelconque, ils se rendent compte que c'est vrai, quand j'ai cette situation là, je fais comme ça, puis là je fais ça. Et là on se rend compte que c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous sert pas ? Ouais. Voilà, ça, une habitude globalement, grosso modo, c'est ça. Et si je fais un parallèle avec l'iceberg, en gros, on voit ce qui sort, mais on sait pas vraiment en dessous tout ce qu'il y a, et pourquoi on arrive à ces habitudes-là à mettre en place, ou qu'est-ce qu'on a fait en arriver à ce... pour en arriver là, exactement. Quelque chose qui illustre bien le fait qu'on se rende pas compte quand une habitude s'ancre, je trouve que c'est les addictions. Parce que pour beaucoup de gens, alors que ce soit ceux qui commencent à fumer, à boire, l'addiction au jeu d'argent, enfin peu importe plus ou moins l'addiction, il y a des gens qui vont par exemple en rentrant du boulot se mettre à boire une bière chaque jour, et puis de fil en aiguille ils vont peut-être en boire 2 ou passer à du plus fort parce que la journée était éprouvante, je vais me servir un petit whisky, puis ça devient tous les jours, puis on augmente la quantité, et en fait au bout d'un certain temps, un jour on percute et on se dit mais à quel moment je me suis mis à faire tout ça. C'est pareil avec la clope, avec tout ça, et on pourra revenir un petit peu sur ce qui fait que ça s'ancre, mais le principe fondamental c'est qu'on s'en rend pas compte. Les addictions montrent bien ça, mais il y a plein d'autres exemples en vrai, je pense, là je suis en train de penser se laver les dents, c'est rarement quelque chose qu'on pense consciemment. Je pense pour la majorité des gens, moi j'y pense pas. Je sais que machinalement, en fait, après manger, je vais me laver les dents. Dès petit, on nous l'apprend, ça s'ancre c'est en nous. C'est intégré tout de suite dans ton système. Exactement, et du coup, on le fait sans réfléchir. En fait, c'est logique. Bon, attention, Kevin n'a pas d'enfant. Moi, j'ai des enfants. Je vous assure que c'est pas une habitude des fois pour eux de se laver les dents. Alors c'est vrai que peut-être je m'en rends pas compte. Et moi j'ai une mère qui était assistante dentaire. Ah oui, donc ça a été un point fondamental. Je suis peut-être un peu biaisé là-dessus. Mais là j'y ai pensé. Je sais pourquoi. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure, mais parce que un des points pour bien ancrer une habitude, c'est de la calquer, la mettre juste après en fait une habitude qui est déjà ancrée. Et pour illustrer ça, je prends souvent l'exemple de se laver les dents en fait après manger. Vu que c'est un réflexe, tu calques une autre habitude juste derrière, ça va aider à l'implémenter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu le lien. Et d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure de ce système, et tu vas nous l'expliquer en détail. Et ça va être très très intéressant, je pense, pour les personnes qui ont du mal à mettre en place des habitudes. Donc ça, j'attends avec impatience ce plan d'action. Parce que ça va être top, je pense. J'espère en tout cas. Donc en gros, ce qu'il faut retenir dans cette introduction qui commence à devenir un peu trop longue, c'est vrai, c'est que tous les jours, quasiment, ils se ressemblent, parce qu'on a nos habitudes. Alors bien sûr, vous allez voir des personnes différentes, vous allez faire des choses différentes, mais en vrai, quand on regarde 90% de notre journée, c'est des habitudes. Elles sont faites par les habitudes. Et heureusement, si on a des mauvaises habitudes, on peut quand même changer ça. Et nous, l'objectif de cet épisode, c'est de vous donner des plans d'action sur, on va dire, 3 mauvaises habitudes sur lesquelles on a fait un petit peu le tour de toutes les personnes qu'on a coachées nous,
et sur les 3 principales, on va dire, problématiques qui reviennent au niveau gestion du temps, organisation. Et on va vous donner des plans d'action. Moi, je vais vous donner mes plans d'action. Kevin vous donnera les siens parce que on a chacun forcément une approche différente. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il y en a une qui vous correspond à un moment donné. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est peut-être même pas les 2 seuls. Hein. Voilà. On va revenir sur des concepts un peu forts où on a remarqué qui fonctionnaient. Mais comme pour tout, quand on parle de productivité, c'est jamais la seule voie. Ça peut être une bonne piste à réadapter selon vous, ou ça peut être quelque chose d'encore différent. Mais au moins, on va essayer de donner un maximum de pistes de réflexion. Il y a peut-être un point juste sur lequel j'aurais aimé passer vite fait là, avant de terminer cette intro beaucoup trop longue. Vas-y. C'était apporter une nuance sur. C'est vrai que les habitudes, c'est tout ce qui est automatique, mais il y a parfois certaines habitudes un peu intentionnelles qu'on peut mettre en place. C'est certaines habitudes dont on entend pas mal parler. Je pense à le fait de méditer, par exemple. Ouais. Ces dernières années, on entend beaucoup parler, prendre le temps de méditer, etc. Bon, ça correspond pas à tout le monde, mais ça, à la base, c'est pas une habitude qui est fondamentalement automatique. Et il y a certaines habitudes, en fait, qui vont être très intentionnelles pendant plus longtemps, en fait. Ouais. Parce qu'elles vont, demander un petit peu plus alors, persévérance, c'est pas exactement le mot, parce que c'est pas forcément parce que c'est difficile à faire, mais de rigueur dans le temps, pour s'ancrer, parce que ça va pas être un réflexe vraiment basique de se dire ok, je vais me poser, je vais méditer, et il peut y avoir d'autres choses, lire par exemple. Enfin, si à la base on du temps vraiment pour soi, un truc où exactement. Donc il y a des habitudes qui peuvent être plus intentionnelles à la base pendant une plus longue période. Avant de devenir automatique. Voilà. Et du coup, je rebondis pour terminer cette intro vraiment trop longue. L'épisode va être une introduction. C'est que pourquoi ça se passe comme ça en fait. Pourquoi il y a des habitudes qui sont plus difficiles à mettre en place. C'est tout ça, ça vient de notre cerveau. Ça, faut l'intégrer. Faut intégrer que notre cerveau, il aime vraiment pas faire d'efforts. Si vous dites je veux perdre du poids, ok, c'est louable. Donc vous allez prendre peut-être l'habitude d'organiser vos repas, de faire plus de sport, j'en sais rien. Vous allez mettre en place des choses. Ça va durer une semaine, mais comme ça lui demande de l'effort à votre cerveau, il va dire écoute mon garçon là j'en peux plus là, viens, c'est chiant, en plus toi t'as perdu que 200 grammes, franchement reviens comme avant. Est-ce que ça valait le coup? Voilà, franchement ça valait le coup là. Ouais, exactement. Ouais. Et là, vous avez 2 solutions, soit vous écoutez votre cerveau, vous dites ça en déconne, t'as raison, je vais me prendre le pot de Nutella, on va se mettre bien devant Netflix. Ouais. Ou alors il y a cette fameuse persévérance qui rentre en compte. Et là, on peut parler aussi des motivations intrinsèques, extrinsèques. Qu'est-ce qui fait que vous voulez perdre du poids? Mais en tout cas, cette persévérance qui va faire lui dire, vous allez parler à votre cerveau, vous lui dites, écoute, je sais que c'est pas facile pour toi. Pour moi non plus. Mais on va y arriver, ce sera vachement bien tout à l'heure. Ouais. Tu verras dans un mois, bien, tu vas voir. Viens, on va voir. Ouais. Vous pouvez lui parler comme ça. Mais soyez certain que votre cerveau, c'est pas votre pote. Votre cerveau, il est là pour vous faire chier. Ouais. Il supporte pas les efforts, le mec. C'est comme ça. Donc, quand ça arrive, la plupart du temps, il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as raison, c'est vrai, je suis fatigué, je vais pas faire. » Et qui arrêtent du coup toutes leurs habitudes qu'ils ont voulu mettre en place. Et d'autres qui auront un peu ce dialogue interne avec leur cerveau en disant « Mais non, mais ça va être bien, tu verras ce que ça va nous apporter plus tard. » Et du coup, qui arrivent à persévérer et qui arrivent à garder le poids ou ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la méditation, etc. Après, ça devient fluide. Et si je vais plus loin, on pourrait faire un parallèle avec le yin et le yang. Mais ça, on en parlera peut-être dans l'épisode 4. Très bien. Et dans ce cas, clôturons cette intro. Et je te propose qu'on passe à la première partie, si on peut dire un petit peu. Vas-y. Écoute, je te laisse nous parler de. Je sais pas si tu veux t'intéresser directement aux problématiques, si tu veux introduire un petit peu ce concept-là, comment changer les habitudes peut-être. Ouais. Alors. En fait, l'idée, c'est qu'on a donc les 3 problématiques qu'on a relevées, nous, auprès des personnes qu'on accompagne sur la gestion du temps. C'est la première, c'est je cours partout, en fait, et j'ai pas le temps pour moi. Je suis toujours en train de courir à droite à gauche. La deuxième, c'est j'arrive pas à tout faire. Et là, que ce soit pro perso, il y a pas assez de temps dans une journée. Ça, c'est une phrase qui résonne beaucoup pour moi personnellement. Et la troisième, c'est j'arrive pas à tenir dans la durée les habitudes. Ouais, et ça revient justement à ce que tu disais au niveau de la méditation, au niveau de tout ça. Et t'as des super plans pour ça. Ouais, donc voilà, ça c'est les 3 problématiques nous qui reviennent très souvent quand on a les coachés. Donc c'est ce qu'on va mettre
essayer de vous donner on va suggérer comme plan d'action en tout cas. Et au niveau du changement des habitudes, il faut comprendre, c'est que changer une habitude, c'est difficile, on l'a vu, je viens de l'expliquer là concernant le cerveau, mais par contre, c'est très important d'avoir des habitudes, parce que sinon, on va perdre le contrôle. C'est-à-dire, on va perdre le contrôle. Heureusement qu'on a des habitudes, parce que sinon, ce serait l'orgie, quoi. Ouais. Donc, oui, les habitudes, c'est difficile à changer. Dans un sens, c'est vrai. Mais en vrai, en même temps, c'est facile. Quand on sait comment fonctionne le cerveau. Ouais. Et si en plus, vous avez des plans d'action à suivre, c'est encore plus facile parce que vous allez donner le signal à votre cerveau en lui disant « Écoute, moi, je vais faire comme ça pour changer cette habitude, c'est important pour moi, donc on va faire comme ça. Ouais. » Et si à chaque fois, vous allez faire les étapes du plan d'action, le cerveau, au fur et à mesure, il va comprendre « Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'est important pour lui, donc allez, je vais mettre un peu du mien, quoi. Ouais, » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Effort. Voilà, je vais faire un effort. Exactement, et à la fin, ça lui demandera plus d'effort. Ouais. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est des fois le gap entre les 2-3 premiers jours ou les 2-3 premières habitudes qu'on va mettre en place. On verra comment justement s'assurer le maximum, parce qu'on peut pas dire ça marche à 100%, mais en tout cas mettre toutes ses chances de son côté pour que ça dure dans le temps. Ouais. Et ça demande aussi du temps. Et ça, faut le savoir, c'est pas on m'a dit de faire un plan d'action, je vais faire ça, et dans 2 jours, c'est bon, il y a tout qui est réglé. Ouais. C'est pas vrai, c'est des conneries. Ceux qui vendent ce type de rêve, ça n'existe pas. Ouais. Ce n'est pas possible. Donc il y a plein de résistances. Il faut être simplement conscient qu'il y a plein de résistances qui vont se mettre en place. Et surtout, c'est que même si vous y arrivez, vous dites pendant un mois, putain, trop bien, j'y arrive. Attention, votre cerveau, il est toujours là. Ouais. Et le relâchement peut être fatal. Le relâchement peut être fatal en disant, mon gars, franchement, on n'était pas mieux il y a un mois comme ça, là. Ah ouais. Franchement, plutôt qu'aller faire ton sport, là. Viens, on se prend une petite binouse et on regarde Netflix. Exactement. Franchement, rappelle-toi comme c'était bien. Il suffit, en fait, quand on va vouloir implémenter une habitude comme ça va être beaucoup plus facile de la casser que de l'implémenter. Exactement. Moi, on m'a souvent posé la question, combien de temps il faut pour qu'une habitude soit vraiment ancrée? Il n'y a pas de bonne réponse à ça, parce que ça va dépendre déjà des gens, à quel point pour toi c'est difficile, parce que je sais pas, faire du sport pour une personne, ça va être beaucoup plus facile à intégrer que pour une autre, et il y a pas de grande vérité en termes de temps. C'est la persévérance dans le temps. Plus tu vas le faire, moins tu auras de chance de le casser. Mais même au bout de 3 à 6 mois, arrête ton habitude pendant 1, 2, 3 jours de suite, et tu prends un gros risque de la casser et de pas le refaire pendant 1 mois, 2 mois. Ouais. Il faut tout recommencer à zéro derrière pour la réimplémenter. Alors, peut-être pas vraiment à zéro, parce que si tu l'as fait pendent 6 mois... T'as toujours tes connexions qui existent. Mais, je sais pas si on reviendra dessus tout à l'heure, mais les connexions synaptiques, donc les connexions qu'on a dans le cerveau, qui vont nous aider en fait à faire des raccourcis entre différentes tâches, on va simplifier à l'extrême. Tant qu'elles n'existent pas, c'est très compliqué de les créer. Tu fais quelque chose pendant 6 mois, tu vas créer une connexion. Simplement, le cerveau est un muscle. Tu vas créer un passage, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce passage, il va se détériorer, en fait. Si tu n'utilises pas un passage... Tu peux utiliser ta métaphore de la jungle, moi je trouve qu'elle est pas mal, vas-y. C'est vrai. Franchement, vas-y. Ça va permettre d'illustrer un petit peu la plasticité cérébrale. Quand on va vouloir implémenter une habitude, en fait, on va créer un passage entre deux endroits de notre cerveau, 2 synapses en fait. Je vais pas revenir sur ce qu'est les synapses parce qu'on pourrait regardez votre cours de biologie ou SVT maintenant. Tout un épisode là-dessus. Mais en gros, ça va être les endroits clés un petit peu de notre cerveau qui vont dire ok, on fait ça. Voilà, si on résume. Et donc, une habitude quelque chose qu'on n'a jamais fait. La première fois qu'on va vouloir le faire, c'est un petit peu comme si on est dans une jungle luxuriante. On imagine vraiment la forêt primordiale, des grosses racines, il y a des feuilles partout, on peut vraiment pas se balader dedans. La première fois qu'on va vouloir aller d'un point A à un point B dans cette jungle, ça va être hyper compliqué. Il y a aucun chemin de tracé, on a les branches qui vont nous fouetter la gueule pendant qu'on passe, va falloir écarter, etc. La première fois qu'on fait ce passage, on va pousser quelques branches, peut-être 1 ou 2 qui vont casser sur notre passage, on va marcher sur l'herbe et ça va l'écraser un peu. Et la deuxième fois, ça va encore être extrêmement difficile, parce que on sait juste vaguement par où on est passé la veille. Mais on va repasser. Et puis, au bout de peut-être 1 semaine, 2 semaines, là, il y a un petit passage qui commence à se créer dans cette jungle. On a commencé à vraiment casser les branches sur notre passage. On a pris une petite machette pour débroussailler un petit peu.
Et puis, au bout de 6 mois, le passage, il s'est vraiment créé. Donc maintenant, on sait par où on passe, on sait où est-ce qu'on va, on suit le chemin, mais il y a encore des grosses racines, on peut encore trébucher. C'est encore assez compliqué de naviguer dedans. Au bout d'un an, peut-être qu'on s'est un peu mieux organisé à force de le faire. En fait, c'est comme si on avait créé un vrai chemin, on avait fait un plancher en bois dans cette jungle, une petite passerelle qui navigue. Et puis, on avance déjà beaucoup plus facilement, mais toujours à pied. Il y a toujours, une humidité, c'est encore compliqué. Au bout de 2 ans, en fait, c'est devenu une vraie route, voire une autoroute, en fait. Et le but, c'est qu'à terme, ce soit vraiment ça, une autoroute entre le point A et B au milieu de la jungle, qu'est notre cerveau, finalement. Et là, on n'a même plus besoin d'y aller à pied. Vraiment, on prend un taxi qui nous emmène directement. En fait, on le fait tout seul. On se dit, il faut que j'aille au point B. Il y a il y a même pas de bouchon, c'est hyper fluide. Exactement. Tranquille. En fait, à terme, une fois que l'habitude est ancrée, ce serait presque comme s'il y avait un téléporteur. Où vraiment on va très très vite presque instantanément du point A au point B sans même y réfléchir. Exactement. Et ça, c'est très important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe dans la nature, in fine. Qu'est-ce qui se passe si pendant 2, 3 jours, 4 jours, 6 jours, une semaine, un mois, tu fais plus, la nature reprend ses droits. Donc ça commence à repousser. Donc le chemin est un peu moins accessible, etc. Donc il faut vite repasser dessus pour éviter. C'est exactement comme si ceux qui ont un jardin, vous tondez votre pelouse. Si vous le faites tous les 2-3 jours, votre pelouse est toujours nickel. Si vous partez une semaine, elle a poussé, donc il faut repartir. Exactement. Et c'est un peu plus chiant. Si vous attendez un mois, là, c'est encore plus chiant d'aller tondre la pelouse. Là, ça fonctionne exactement pareil dans le cerveau. Kevin l'a super bien illustré avec la jungle. Même si d'ailleurs l'habitude est bien ancrée, parce qu'on pourrait se dire il y a une autoroute, là, je suis tranquille. Mais quand la nature reprend ses droits, elle reprend ses droits. Les racines vont pousser sous le bitume, ça va finir par le faire éclater. Et au final, au bout de, alors ça prendra peut-être plus de temps, mais au bout de peut-être 10 ans, on voit plus rien. En fait, la nature a complètement repris ses droits. Donc voilà, c'est vrai que c'était pour vraiment bien illustrer ce truc que même si l'habitude est bien ancrée, il suffit de se relâcher un peu pour que tout parte à volo. Voilà. Et ça, c'est une belle expression de jeune. J'aime utiliser des expressions qui ne collent pas du tout avec ma génération. Mais c'est vrai. Donc, en tout cas, on a compris, je pense, le principe. Et c'est vrai. Donc, c'est pas difficile de changer, en fait. C'est complexe. Je dirais, la nuance, elle est là. C'est complexe. Mais c'est tout à fait faisable. Et ça, pour moi, c'est un point qui est hyper important. Et pourquoi on supprimerait une habitude en se disant, ça fait déjà 2-3 ans que j'ai celle-là, c'est que il faut toujours garder, et c'est ce qu'on essaye de le faire depuis le podcast, depuis les premiers épisodes, le sens dans ce que vous faites. Si je mets en place cette habitude-là, il faut que ce soit utile. Si à un moment donné, vous montrez à votre cerveau que de toute façon, c'est pas utile, lui va dire, ok, mais mon gars, il n'y a pas de problème, on arrête. Donc, c'est toujours pareil, c'est cette histoire de sens. C'est est-ce que si vous décidez de faire la méditation, par exemple, quel est le sens? Et je crois que dans ton plan d'action là dont tu me parlais tout à l'heure, à un moment donné, tu as l'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça, etc. Mais c'est exactement ça. C'est pas je vais perdre du poids parce que ça fait bien de perdre du poids. C'est qu'est-ce que c'est utile de perdre du poids pour toi? Et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action? Mais s'il n'y a pas ce sens-là au niveau de ton organisation, de ta gestion du temps, sur les actions que tu veux mettre en place, si t'as pas de sens par rapport à ça, ton cerveau, il va dire, mais de toute façon, ça sert à rien, il sait même pas pourquoi il veut le faire, c'est pas utile, etc. Et si des fois, les anciennes habitudes reviennent, c'est qu'à un moment donné, ces anciennes habitudes, elles sont toujours utiles pour vous. Donc, il faut réussir à les identifier. Pourquoi ça revient? Qu'est-ce qui fait que j'en ai besoin de revenir à ces anciennes habitudes? C'est, en fait, comme tu le soulignes depuis le premier épisode, c'est vrai que c'est peut-être le point central, en général, c'est de conscientiser. Voilà, exactement. C'est vrai que je me rends compte que en général, on conscientise pas assez ce qu'on fait. Je sais que je l'ai beaucoup vu moi avec les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on voit alors, paradoxalement sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours rire, mais des gens qui disent arrêtez les réseaux sociaux. Et alors c'est normal, parce que il faut bien communiquer sur une plateforme pour le dire. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens qui se disent c'est vrai, faut que j'arrête les réseaux. En fait, quand je discute avec eux, ok, c'est bien, mais ils me disent j'arrive pas à arrêter de scroller. Ok, pourquoi est-ce que tu veux arrêter les réseaux? Et là, je sais pas, parce que c'est pas ouf. Ok, pourquoi c'est pas ouf? Et en fait,
si t'aimes vraiment ça, s'il y a aucune raison fondamentale pour laquelle tu vas arrêter, arrête pas finalement. T'arrêteras jamais. Hein. Donc, pose-toi la question, conscientise. Pourquoi est-ce que je veux mettre en place cette habitude ? En quoi c'est important ? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était bien ? Parce que ça va faire une vraie différence sur la réussite in fine de si on arrive, ou du moins si on y arrive plus ou moins facilement en fait à changer les habitudes. Puisque mettre en place, on va dire changer, je pense. Parce que ça peut mettre en place une habitude ou casser une mauvaise habitude. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, petit tips, amusez-vous. Il y a une technique qui s'appelle les 5 pourquoi. Donc, pourquoi tu veux changer les réseaux sociaux ? Donc, vous allez donner une réponse et suite à cette réponse, on va dire, mais pourquoi ça ? Et ainsi de suite. Pourquoi jusqu'aux 5 réponses. Alors, c'est très bien cette méthode, elle marche très bien. Moi, je vous suggère de changer le pourquoi en qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui fait que je veux arrêter les réseaux sociaux ? Il y a la réponse. Qu'est-ce qui fait ? Parce que le pourquoi amène à se justifier. Oui. Voilà, tout simplement. C'est juste un petit truc un peu psychologique. De vraiment le forcer, parce que c'est vrai que celle-là, quand je la donne, souvent je vois que on arrive tout seul dans son coin, c'est parfois plus dur de pousser la réflexion. Faut se poser dans un vrai temps. Faut pas le faire au milieu de la journée. Attends, pourquoi ? Oui. Faut vraiment prendre le temps de le faire pour vraiment y réfléchir. Quitte à demander à quelqu'un de nous mettre à l'épreuve là-dessus, parce que ça aide vraiment à creuser. Parce que quand on dit juste les 5 pourquoi, j'ai remarqué que ça pouvait être flou. Donc oui, le qu'est-ce qui, la question c'est pas forcément pourquoi, mais ce qu'il y a fondamentalement derrière, c'est de creuser en fait toujours un petit peu plus loin pour ressortir l'essence en fait de l'objectif. Exactement. Et du coup, ça nous amène, vous allez faire un exercice là, parce que changer les habitudes, c'est important. Mais il faut faire un état des lieux avant. Donc, on vous a dit, nous, les 3 habitudes dont on va parler aujourd'hui, les plans d'action qu'on va vous donner. Je cours partout, j'ai pas le temps pour moi. C'est la première habitude qu'on va essayer de changer. La deuxième habitude, ça va être, je n'arrive pas à tout faire, donc soit au niveau du pro, du perso, parce que une seule journée, ça suffit pas. Et la troisième, c'est je n'arrive pas à tenir dans la durée mes changements d'habitude. Donc, vous notez bien ces 3 problématiques-là. Et ce que vous allez faire, moi, je vais vous demander, c'est de prendre un ordinateur, un crayon, un stylo, ce que vous voulez, un carnet, et vous allez faire une liste des éléments suivants. Le premier, ça va être de lister vos excellentes habitudes dans un des 3 thèmes qu'on va aborder. Le second, ça va être de lister vos habitudes moyennement positives dans un des 3 thèmes. Et ensuite, vous allez lister vos habitudes moyennement négatives dans un des 3 thèmes. Et pour finir, vous allez lister vos pires habitudes dans un des 3 thèmes. Prenez le temps de le faire. Mettez sur pause ou mettez replay sur ce que je viens de dire si je suis allé un petit peu trop vite. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fait cet état des lieux-là, vous allez pouvoir justement commencer à conscientiser le fait de « Ok, là je suis moyennement négatif, là j'ai les pires habitudes dans ce thème-là, etc. Je vais essayer de changer ça, je vais essayer de modifier ça. Ouais. » Si c'est des bonnes habitudes, on garde les bonnes habitudes, évidemment. Hein ? Est-ce que t'as un exemple par exemple pour illustrer un petit peu de ce qu'on pourrait dire, ou pour toi, qui est peut-être plus sujet aujourd'hui du coup, mais si tu as déjà été sujet, une question juste pour illustrer pour quelqu'un qui aurait du mal à se projeter sur ce qu'il pourrait dire. Tu parles par rapport à ces moyennement positives, ouais, etc. Je sais pas, par exemple, alors je vais donner un exemple. Ce que j'aime pas dans les exemples, c'est que du coup ça peut influencer les réponses. Mais je vais vous donner un exemple sur, on va dire, une des pires habitudes que j'ai entendues, en tout cas, de mes stagiaires, par exemple. Je cours partout, j'ai pas le temps pour moi. Une de leurs pires habitudes, c'est de toujours faire passer les autres avant. Ouais. Ils disent toujours oui à quelqu'un, et du coup, ils se retrouvent à la fin de la journée. Ah ben putain, j'ai rien eu le temps de faire. Ouais. Alors qu'en fait, ils ont fait plein de choses, mais pas pour eux. Donc ça, par exemple, ça peut être une des pires habitudes de dire je dis oui tout le temps ou presque tout le temps. Voilà. Et ça, vous pouvez le noter. Vous dites ok, je cours partout, j'ai pas le temps pour moi, je me reconnais là-dedans. Et une de mes pires habitudes, c'est ça. Encore une fois, c'est juste un exemple. C'est un exemple. Peut-être aider à commencer à guider la réflexion. Exactement. Mais ça peut être n'importe quoi en fait. Ça va vraiment dépendre de chacun. Ça. Et par exemple, sur ce même thème, il y a quelqu'un qui lui aura des habitudes hyper positives, qui va dire non, je me fais passer avant et je vois si après je peux faire pour les autres. Voilà, ça pourrait être aussi ça une habitude hyper positive pour lui. Donc ce sera peut-être pas intéressant pour lui de bosser cet changement d'habitude là, mais peut-être que
le mec qui est positif dans je cours partout, pas le temps pour moi, qui a trouvé des solutions à ça, bah peut-être que lui, il a des problématiques sur le fait de pas tenir dans la durée certaines problématiques. Tout à fait. Donc j'espère qu'on a été assez clair là-dessus. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence à parler du coup de cette première habitude à changer. Et je fais juste un petit disclaimer. Mais ça, on en parlera aussi, vous le verrez dans les suggestions de plan d'action. Quand on fait des changements d'habitude, ne faites pas tout d'un coup. Parce que c'est ce qui amène justement à abandonner. C'est on va y aller crescendo. Ça, c'est les erreurs les plus communes qu'on voit. C'est je fais tout d'un coup, mais ça peut pas marcher en fait. Ouais. Donc, mais ça, on va le voir. Mais faut vraiment vous mettre en tête. Vous partez de zéro et on va avancer petit pas par petit pas. Ouais, complètement d'accord. Ça, c'est un point clé sur lequel je pense qu'on va revenir. Ouais, mais on a parlé de ces 3 habitudes-là, mais admettons que ce soit une autre habitude que vous ayez en tête là et que vous voulez changer, ou qu'il y en ait plusieurs. Bah, si on a plusieurs, on en choisit une. Et on va déjà essayer de changer cette habitude-là, de commencer à bien l'ancrer avant d'en changer une deuxième. Exactement. Et retenez bien que le système, là dont on parle en introduction, retient la plupart du temps ce qui lui est utile, ce qui lui apporte du plaisir et ce qui le stimule. Donc tout changement doit avoir un bon but. C'est hyper important de partir avec, on va dire, cet état d'esprit-là. Et maintenant, let's go, on va vous donner les 3 points, enfin les 3 plans d'action qu'on vous suggère. Enfin, il y en aura peut-être 6 du coup, parce que chacun aura peut-être le sien avec Kevin et moi, pour changer cette première habitude qui est je cours partout et je n'ai pas le temps pour moi. Je te laisse la main, Kev. Est-ce que tu veux commencer ? Ouais, bah écoute... Je te laisse pas le choix. Ouais. Tu me laisses pas vraiment le choix, donc je vais y aller. C'est pas plus mal parce que je pense que tu vas avoir pas mal de points abordés sur celui-là. Ça va me permettre de peut-être introduire un peu le sujet. Ça, c'est vraiment la problématique, je pense que j'entends le plus, et pas que sur le pro et sur les personnes qu'on accompagne, chacun de notre côté, hein, mais même sur le perso. C'est aussi une problématique à laquelle j'ai été vachement sujet, moi. Donc je cours partout, j'ai pas le temps pour moi. Et le premier point sur lequel j'aimerais venir là-dessus, et c'est un point que c'est toi qui as mis en lumière auprès de moi, je sais pas si tu vois déjà où je vais en venir, mais c'est le j'ai pas le temps pour moi ou je prends pas le temps pour moi. Et alors ça, donc moi j'avais déjà j'étais déjà familier, on va dire, avec le sujet avant que tu me fasses remarquer cette nuance. Mais elle a allumé quelque chose en toi. Ouais, exactement. Tu vois, je savais pas comment le dire parce que je trouve que ça a renforcé pas mal de choses. Et même si j'étais déjà familier avec le sujet, que j'avais des techniques pour prendre plus de temps pour moi, je me suis rendu compte du nombre de fois où je disais j'ai pas le temps au lieu de je prends pas le temps, et juste de modifier cette pensée ou cette parole là, bah ça change les choses. Ça aide à conscientiser justement et à se dire attends, est-ce qu'en vrai j'ai vraiment pas le temps ou est-ce que juste je prends pas le temps? Et ça fait quelques temps maintenant que du coup je me reprends tout seul. En fait, des fois je le pense, on maîtrise pas forcément notre pensée, hein. Donc ça me vient en tête et de suite, du coup j'ai pris l'habitude de suite me dire non attends, est-ce que c'est pas plutôt je prends pas le temps? Et il y a des trucs pour lesquels je prends plus le temps. Donc voilà, c'était la première notion sur laquelle je voulais insister parce que c'est juste ça, je trouve que c'est extrêmement game changer de se dire ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment on peut faire la différence entre j'ai pas le temps et je ne prends pas le temps, c'est très simple. À partir du moment où, si on vous avait donné 1 million d'euros pour faire quelque chose, est-ce que vous auriez pris le temps de le faire ? Si vous dites oui, j'aurais pris le temps de le faire, alors à ce moment-là, c'est-à-dire que effectivement, si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'avez pas pris le temps de le faire. C'est exactement c'est ça. Tout. Tout simplement. Ouais. C'est tout simplement. Tout à fait. Ouais, exactement, parce que finalement le temps, on peut pas le créer. La journée, elle fait 24 heures. Alors même si c'est 24 heures selon l'Occident, un temps linéaire, mais on va pas exactement, parler. Tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est 24 heures arbitrairement de la manière dont on le définit, mais dans tous les cas, même fondamentalement, on peut pas créer le temps. Voilà, il y a un certain temps imparti. Et maintenant, comment est-ce qu'on gère un petit peu tout ça ? Alors,
du coup, sur je cours partout, je prends pas le temps. Moi, la première chose que je ferais, en fait, c'est d'identifier les voleurs de temps, entre guillemets. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quelles actions, quelles choses je fais, quelles habitudes, en fait, viennent bouffer mon temps et sont pas réellement importantes. Enfin, elles ne servent pas à un objectif ou un truc que j'ai envie de faire. Parce que ce qui est important là-dedans, c'est que si on se dit je cours partout, j'ai pas le temps pour moi, c'est qu'on a envie de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Exactement. Et donc, il y a probablement, même sûrement, des choses qu'on fait et qui, elles, ne servent aucun objectif, qu'on fait, en fait, en automatique. Par exemple, j'ai en tête le scroll infini. Et que ce soit sur les réseaux, parce que oui, bon, c'est parfait pour illustrer ça, et puis je pense que ça touche énormément de monde, mais on peut scroller sur autre chose que des réseaux sociaux, hein. Le scroll infini, ça peut facilement consommer énormément d'heures sans même qu'on s'en rende compte. Donc ça va être un voleur de temps qu'on peut identifier, et même si on apprécie ce moment-là, est-ce que vraiment on apprécie d'y passer autant de temps? Ça peut être dans un contexte plus pro, les réunions qui sont pas essentielles. Dans certaines boîtes, il y en a énormément. Voilà, des réunions à rallonge avec des objectifs plus ou moins flous. Et au final, on sort de la réunion et c'était bien. On a discuté pendant 1 heure mais au final, à quoi ça a servi fondamentalement? En fait, t'as un emploi du temps qui se remplit tout seul sans que tu fasses quelque chose. Exactement. Tu subis vraiment le truc. Ouais. Et du coup, identifier ça, le remettre en question. Et donc, pour identifier ces voleurs de temps, ce qu'on peut faire, ça va être je pense qu'on va revenir dessus un peu, mais de traquer un petit peu sa journée. Ouais. Alors, on n'est pas obligé d'être hyper précis, traquer le temps sur chaque truc, mais juste, en fin de journée, de faire un point sur, OK, j'ai fait quoi aujourd'hui, ou petit à petit, hein, on peut juste avoir un petit bloc-notes. Et voilà, même si on se met à scroller machinalement, par exemple, dès qu'on percute et qu'on arrête le téléphone, ok, j'ai noté, ok, j'ai scrollé, voilà, et puis éventuellement tant de temps, voilà. Et on fait une petite liste comme ça, puis ça on peut le faire sur plusieurs jours. Ça va aider, ne serait-ce qu'à la fin d'une semaine, à identifier les moments où on a passé du temps et où on n'avait pas vraiment besoin ou pas vraiment envie en fait. Et vous pouvez même rajouter à ça tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui est enfants à gérer, etc. Parce que y a aussi, on subit parfois des voleurs de temps qui sont soit imposés, soit, j'allais dire obligatoire, imposé obligatoire, c'est un peu pareil. Mais voilà, si vous devez aller chercher vos enfants à l'école, si vous devez les amener à une activité, etc. Tout ça, ça reste des voleurs de temps. Et vous pouvez lister tout ça. Il y a des voleurs de temps, qui sont peut-être incompressibles, des voleurs de temps que vous pouvez peut-être complètement supprimer. Et donc ça, c'est hyper important de faire cet état des lieux-là. Ouais. La nuance que tu apportes est vraiment importante. C'est vrai que tu vois, j'avais pas pensé à le souligner, mais oui, voleur de temps, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un peu péjoratif. Et faire son ménage, oui, c'est un voleur de temps, mais c'est obligatoire, c'est important. Enfin, il y a peut-être des gens qui le font pas, mais et on revient finalement aux fameux 5 temps dans une journée. Ouais. Le temps obligatoire, le temps personnel, le temps pour soi, le temps professionnel et le temps perdu dont on parlait dans les épisodes précédents. Exactement. Voilà, tout est lié de toute façon. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là sur les voleurs de temps ou si tu veux enchaîner peut-être sur quelque chose que tu as noté? Non, je dirais aussi, il y a les voleurs de temps, il y a aussi le conditionnement qu'on a dans notre société par rapport à cette histoire de je cours partout, parce que il y a très souvent une confusion. Moi, je trouve, en tout cas, quand j'entends un peu parler les personnes qu'on accompagne, entre urgence et importance. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur cette matrice d'Eisenhower, le urgent important. Ouais. Je pense qu'il faudrait y apporter une petite nuance, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais parce que on a l'impression dans notre vie, que ce soit pro-perso, on éteint tout le temps des feux. Je suis dans le speed, faut que j'aille faire ça. Je sors du boulot, les gamins, le rendez-vous chez le coiffeur, le dentiste, le truc. Et on a l'impression qu'on est toujours dans l'urgence. Et ça, je pense qu'il y a moyen de moins subir ça, avoir éventuellement le même nombre d'actions à faire, mais de moins le subir. Ouais. Mais bon, ça voilà, on verra. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et il y a aussi cette fameuse culture de la productivité à tout prix. C'est presque une fierté de dire, putain les gars, je suis overbook là en ce moment. Tu te rends pas compte là, là.
Et en fait, c'est ok, mais en fait, t'es fier de ça. Tu vois, est-ce que tu le vis bien? En fait, le fait d'être overbook, oui, ça fait bien en apparence, mais en vrai, est-ce que toi, intérieurement, tu le vis bien? Tu te sens bien avec ça et Alors, peut-être qu'ils sont super bien. Hein. C'est peut-être pas la majorité, toi. Parce qu'en fait, quand ils commencent à se faire une petite introspection en disant putain, j'ai pas le temps de faire ça, hein. Ah bah finalement je suis overbook, mais je suis pas overbook pour moi en vrai. C'est ça. Je fais pas mal de choses. Exactement. Donc disais, pour les autres, Et c'est pas facile de s'en sortir. Attention, hein, c'est parce que on se met jamais en priorité. En vrai, il y a pas mal. Enfin, jamais. J'aime pas utiliser les mots un peu rigides comme ça, mais on se met pas souvent en priorité quand on arrive à se dire je cours partout, j'ai pas le temps. C'est que on se laisse dépasser par soit par un contexte extérieur, soit par les autres. Enfin, et là, c'est le fameux pilote fait plaisir. Je vous ramène à ça qui nous amène à se dire j'ai pas le temps parce que je fais plein d'autres choses sauf les trucs pour moi. On n'est pas assez égoïste entre guillemets. Et pourtant, on est dans une société de plus en plus égoïste. C'est ça qui est marrant. Donc après, on revient sur le j'ose pas dire non. On confond aussi repos et flemme. C'est-à-dire que si tu fais rien, mais t'es flemmard. Non, ça, c'est pas parce que des fois tu te reposes que t'es flemmard. En fait. Donc voilà, il y a toutes ces petites nuances à faire et à prendre en compte si vous voulez vraiment à un moment donné se dire ok, je cours partout, j'ai pas le temps pour moi. En vrai, qu'est-ce qui se passe pour de vrai? Et donc voilà, il faut. Donc vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé dans ce que tu préconises au niveau du plan. Non. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, je pense. Exactement. De conscientiser le fait que ok, je suis comme ça. Et puis l'accepter aussi. Et l'accepter, voilà, c'est pas une tare, on peut changer. Mais par contre, il faut la volonté de changer. Il faut que ce soit utile. À nouveau, on revient sur le système pour que ce soit utile. Sinon, sinon le cerveau va dire écoute mon garçon, t'es bien gentil, hein, mais ça me j'ai pas l'impression que ce soit utile pour toi, quoi. Ouais, exactement. Le deuxième point que j'avais noté, moi, sur cette problématique. Rappelle-nous ton premier point résumant, parce que j'ai coupé un peu. Non, pas de souci. Identifier les voleurs de temps. C'est ça. Identifier les voleurs de temps. Alors, pas le point sur la problématique, mais plus sur les solutions pour lutter un peu contre cette problématique. Donc, super. Identifier les voleurs de temps. Et le deuxième que j'ai noté, c'est de bloquer du temps pour soi, en fait, tout simplement, et de se dire. La semaine prochaine ou tel jour, je me bloque 1 heure, 2 heures, une demi-journée pour moi. Et donc, ça va aider à lutter contre pas mal de trucs, hein, et notamment, tu vois, le faire plaisir ou ce genre de choses. Parce que là, si on me dit, non, je ne fais pas ça. Là, et sans se justifier. Vous n'avez pas besoin de justifier votre bien-être. Ouais, alors ça, totalement. Alors ça, c'est allez vous faire foutre. Un autre truc, mais la justification constante, ça on le voit. Donc, de bloquer du temps pour soi, ça peut être un petit peu tous les jours, ça peut être une plus grosse partie dans la semaine, même si, sur le coup, on sait même pas encore à l'avance ce qu'on va faire. Ça, peu importe. Déjà, bloquer du temps, ça va forcer, en fait, plus ou moins à le prendre, et faites confiance à votre cerveau. Voilà. Il va trouver quoi faire. Exactement. Il va trouver quoi faire. N'ayez pas peur de vous ennuyer. On va peut-être pas refaire le brief sur l'ennui ici, mais on a peur de l'ennui. Mais on a peur surtout avant qu'il arrive. Parce qu'on appréhende le moment où on va s'ennuyer, on va rien faire. On est tellement surstimulé en permanence qu'on appréhende ce moment. Mais au moment où on s'ennuie, au final, c'est pas si grave. Alors je crois que c'est Fabien Olicard qui disait ça dans une vidéo, et j'avais trouvé l'exemple pas mal, qui était quand t'es sous ta douche, il y a personne qui sort de sous la douche en se disant putain, je me suis fait chier, c'était long, je devais juste me laver, quoi. Non, ça arrive pas en fait, et pourtant t'es pas avec ton téléphone, t'es pas en train de faire 1000 trucs. Donc au moment où tu t'ennuies, t'es pas en panique, c'est vraiment avant que ça arrive. Donc bloque du temps pour toi. Fais confiance à ton cerveau, il va trouver quoi faire. Et il faut que ce soit sacré comme un rendez-vous médical. J'ai rendez-vous avec moi. Ouais. Basta. Exactement. Et puis, si t'as déjà des idées de quoi faire, profites-en pour faire ces trucs-là. Exactement. Voilà. Donc, c'était vraiment les 2 points importants pour moi pour commencer à lutter contre ce je cours partout. Bloquer du temps pour soi, ça va aussi permettre de forcer à ralentir. Ça va forcer à bloquer un moment et de se dire, de se rendre compte que j'avais l'impression que je courais partout, mais tiens, depuis que je me bloque 1 heure tous les jours, en fait, je cours toujours autant, mais je fais pas forcément moins de choses. Donc, est-ce que je me suis pas juste enfermé dans une illusion du je cours partout, alors qu'en vrai, non.
je peux prendre le temps, comme je disais. Exactement. Non, mais tout à fait. Mais faut vraiment que ce soit un signal non négociable pour votre cerveau. C'est-à-dire, j'ai ça dans mon agenda. Peu importe ce qu'on vous demande, hors urgence médicale ou quoi, d'un de vos proches, j'en sais rien, mais c'est non négociable. Ouais, exactement. C'est comme ça. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Vous pouvez réécouter, je crois que c'était le premier épisode là où tu parlais un peu des drivers et des 5 temps à identifier. Mais c'est un vrai hack. Quand on parle de conscientiser, de se poser, c'est vraiment un point qu'on peut faire avant de commencer quoi que ce soit, avant d'essayer de mettre en place des habitudes, avant tout ça. Ça va permettre de faire vraiment une introspection, une analyse sur soi et d'avancer beaucoup plus facilement pour tout ce qu'on va vouloir implémenter sur le grand sujet de la productivité. C'est terrible à chaque fois que je dis ce mot. Je trouve ce mot tellement surcoté qu'à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de dire un gros mot. C'est vraiment terrible. Excellent. Est-ce que tu as une troisième étape ou toi, c'est principalement ces 2 étapes-là? Ouais, principalement ces 2 étapes. Alors en soi, il y a plein de petites choses, mais je voulais insister sur les gros points qui me semblaient les plus basiques en fait, pour donner déjà des pistes. Comme tu le disais tout à l'heure, après des fois, quand il y a trop d'exemples concrets ou de choses comme ça, on a tendance à se segmenter là-dedans et à avoir du mal à prendre ce moment de réflexion. Donc, je pense qu'en partant déjà de ces 2 points-là, ça donne pas mal de pistes de réflexion entre ça et puis, tu vois, les points que t'as réabordés, tu vois, le faire plaisir, etc. Ça met assez de warning et ça donne des grandes pistes de réflexion. Je sais pas si toi, t'avais quelque chose à rajouter. Alors, 2-3 petites choses à rajouter. Ouais. Moi, je suis comme toi. Je pense que les 2 premières étapes de ce plan d'action, c'est donc identifier les voleurs de temps, on le répète, et bloquer du temps chaque jour pour soi. Et après, ça va être plus des dérivés. La 3e étape, ça va être dire non sans se justifier. Alors, on en a parlé rapidement, mais c'est hyper important. C'est quelqu'un va demander, tiens, est-ce que tel jour t'es dispo, etc. Vous pouvez simplement dire, ok, je regarde et je te redis. Je suis pas dispo à ce moment-là. Je suis pas dispo. Et même pas besoin de dire, je suis vraiment désolé. Ouais. Non, mais vous êtes pas désolé. Ouais. Vous n'êtes pas dispo. Ou de jouer entre guillemets, hein, même si c'est pas forcément conscient, le overbooker. Voilà. J'ai tellement de choses. Exactement. Non, je peux pas. Je suis pas dispo. Écoute là, non, je suis pas dispo cette semaine-là ou ce jour-là, etc. Ou alors, non, ce sera pas possible cette semaine. Une prochaine fois. Exactement. Okay. Et le dire avec assurance. Et oui. Parce que comme tout, en fait, quand on l'emmène avec hésitation, la personne va être plus encline à creuser le sujet. Exactement. Mais t'es sûr, ouais. Tu peux pas. Je vais regarder, d'accord. Exactement. Et finalement, on finit par céder. Non, rien du tout. Non, je peux pas. Pas dispo. Si j'étais dispo, je t'aurais dit oui. Ouais. Exactement. Voilà. C'est comme à un moment donné, on était avec des personnes, puis fallait commander des cafés. Et ça fait on va lever la main ceux qui veulent un café. Donc il y en a qui lèvent la main, puis moi je bois pas de café, donc je lève pas la main. Puis il vient voir, il fait, et toi? Est-ce que j'ai levé la main, connard? Je suis assez grand pour m'en rendre compte. Non, je ne veux pas de café. Ouais. Non mais alors je l'ai pas dit. Ouais. Mais en fait c'est un peu ça. Ouais. Mais là c'est pareil, c'est non, j'ai pas levé la main, je prends pas de café. Là c'est pareil, non, je peux pas. Si je t'ai dit que je peux pas, sinon je t'aurais dit que je pouvais en fait. Ouais. Toi donc non. Et il y a pas à se justifier encore une fois pour garder son espace vital. Franchement ça c'est quelque chose, moi que je suis vraiment né dans une famille où il fallait dire oui à tout et je m'en suis vraiment sorti parce qu'à un moment donné je suis forcé à dire non je peux pas. Ouais. Voilà. Et sans culpabiliser. Ouais, voilà. Et sans culpabilisation, c'est-à-dire je culpabilise pas de dire non. Si je suis pas dispo parce que j'ai prévu quelque chose pour moi, voilà, c'est comme ça. Ouais. Au contraire. Donc voilà. Alors c'est quelque chose qui va être très difficile au début. Quelqu'un qui est sujet à ça, parce que quelqu'un qui est pas forcément sujet, forcément ça va pas lui changer grand chose, mais quelqu'un qui est sujet au faire plaisir, ça va être extrêmement difficile au début. Et plus on a passé de temps à faire plaisir, plus ça va être difficile. Quelqu'un de 50 ans qui a passé sa vie à dire oui, à faire plaisir aux autres, le jour où il va dire non, ça va faire bizarre. Donc, il faut se préparer aussi à ce truc-là. Si vous avez toujours dit oui, les gens vont peut-être plus se poser de questions ou dire ah bon, ou certains peuvent s'offusquer parce que pour le coup j'ai d'habitude Kevin il dit toujours oui. Putain, quel enfoiré la main, il a changé quand même. Tu trouves pas qu'il a changé depuis qu'il est avec cette femme là? Il a changé mais il a changé. Ah ouais, c'est terrible et vraiment on vous le jette à la gueule en mode c'est pas bien. C'est ça, t'as changé. Ouais. Et donc vous laissez pas avoir. Alors déjà
vous avez peut-être changé, mais on évolue tous. Donc, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Et donc, voilà, soyez prêts au fait que certains vont peut-être ça va être plus dur avec certaines personnes, mais c'est pas grave. Ça va être le temps de les rééduquer un petit peu. Exactement. Alors, le mot peut paraître un peu fort, mais non, c'est vraiment ça. C'est de l'éducation et de dire, non. Alors, au début, vous pouvez juste dire, voilà, sans se justifier, mais de dire, non, voilà, j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, à limite. Si vraiment, sans aller plus loin, il faut vraiment pas aller plus loin que ça, parce que pour moi, c'est déjà une étape de trop, cette justification-là. Ouais. Mais, j'ai vu des gens pour qui c'était très, très difficile à faire. J'ai vu aussi, j'ai des exemples en tête, là, de gens autour de moi qui ont dit oui toute leur vie, et quand ils sont mis à dire non et à penser plus à eux, les gens sont vraiment devenus presque distants. Ouais, distants, et dire il a changé, hein. Il est moins sympa qu'avant. Ouais, exactement. Avant, il me cirait les pompes, putain, maintenant, non. Exactement. Et alors, en soi, peut-être que ça va vous toucher au début, mais ça vous touche parce que vous avez toujours fait plaisir. Est-ce que c'est pas le mieux pour vous, en fait? Est-ce que vous sentez pas plus en adéquation avec vos objectifs, avec vous-même? Si oui, dans ce cas, peu importe ce que les autres diront. Quelqu'un qui est vraiment, voilà, votre ami, ou qui vraiment prendra le temps de vous comprendre, vous tiendra pas rigueur de ça. Non, mais tout à fait. Et en plus, si aussi vous avez du mal à dire la vérité, vous pouvez aussi trouver une excuse et dire je suis désolé, là je dois faire ça. Ça peut marcher aussi, parce que vous n'assumez peut-être pas encore complètement le fait de dire non, écoute, je vais faire quelque chose qui m'intéresse moi. Ouais. Il y a aussi un autre truc que vous pouvez vous rendre compte s'il faut que vous disiez non ou pas. Enfin, si vous devez, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est qu'au fond de vous, si la demande vous fait chier, c'est que vous n'avez pas envie de la faire. Ouais. Et si vous dites oui par plaisir pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre, là vous pouvez dire ok, en fait, en vrai, je sens que ça me fait chier, j'ai prévu autre chose, donc je vais dire non. Ouais. Alors, vous lui dites pas que ça lui fait chier si vous vous sentez pas. Vous dites non, simplement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment si vous sentez que ça vous fait chier de le faire parce que vous avez vraiment envie de faire autre chose, vous dites non, tout simplement. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un bon point, ça, parce qu'en soi, on peut vous proposer quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire non à tout non plus. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien de le nuancer, parce que je pense que il y a des prom ducks de partout. Voilà. Et donc je pense que certains pourraient se dire mais il faut dire non à tout. Non. Attention, c'est vraiment là par rapport à la problématique de je cours partout. Voilà. Et donc, ok, se recentrer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Mais demain, quelqu'un peut te proposer. Je sais pas, vous allez faire un tour de bateau, j'en sais rien. Voilà, t'as peut-être super envie, fonce, tu vois. Vas-y. Voilà, ça peut être du temps pour toi aussi. Oui, exactement. Passer avec un copain ou une copine, il y a pas de problème. Exactement. Donc non, putain, ils nous ont dit dire non, je dis non. Ça a détruit ma vie. Putain, j'ai plus aucune sociabilité. Ouais, exactement. Bon, ça c'est vrai, ça peut détruire. Moi, je dis toujours non et et je vois que je côtoie beaucoup moins de gens. C'est ça, incroyable. Ouais. Et la dernière chose que je rajouterais sur ce plan d'action, c'est faire un petit bilan à la fin de chaque semaine. Je pense que ça peut être important. Là, vu qu'on n'a pas de vidéo, personne ne le voit, mais je suis en train d'applaudir silencieusement. Parce que je pense, se dire, ok, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas bien marché, ou qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, etc. Est-ce que j'ai eu du temps pour moi cette semaine? Qu'est-ce qui m'en a empêché? Et comment je pourrais faire mieux la semaine prochaine? Exactement. Je pense que c'est important de se dire, ok, cette semaine, j'ai eu ça comme sollicitation, pro, perso, peu importe. Ça, j'ai plutôt bien géré. Ça, c'était un peu moins bien. Qu'est-ce qui m'a empêché de dire oui ou de dire non, etc. Et qu'est-ce que je pourrais améliorer après? Voilà. Moi, c'est vraiment les quatre étapes principales de ce plan d'action. Donc, on les répète. Identifier les voleurs de temps. Bloquer du temps chaque jour pour soi. C'est hyper important et non négociable. Ne pas se justifier. Troisième étape, dire non sans se justifier. Et la quatrième, c'est de faire un petit bilan à la fin de chaque semaine pour voir ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on s'est senti mieux que la semaine d'avant? Est-ce que voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et vous pouvez avoir une sorte de sentiment d'inconfort d'avoir dit non à des gens en disant putain quand même il avait besoin d'aide, j'aurais pu machin. Bon, évidemment, si le mec il est en train d'agoniser au bord de la route et que vous avez prévu d'aller faire une partie de poker, bon, ok,
Putain, quand même, je l'aurais pas dû le laisser crever, le mec, au bord de la route. J'aurais peut-être pu prendre 5 minutes. Ouais. Ah, exactement. Mais au-delà de ça, voilà, c'est possible que vous ressentiez cet inconfort, en fait, de dire, j'aurais quand même dû peut-être. Et en vrai, quand ça arrive, cette pensée-là, tout de suite vous switchez en disant, ouais, mais quand même, j'ai bien pris du temps pour moi, c'était pas mal. Ouais. Est-ce que ça a apporté de positif voilà, de le faire? Exactement. Totalement. Mais au final, quelqu'un qui veut se mettre au sport, au début, en effet, il va ressentir de l'inconfort. Moi, je suis passé par là, je faisais jamais de sport quand je m'y suis mis. Autant dire que c'était que 15 minutes. C'était un enfer, ces 15 minutes. C'était terrible. J'étais dans l'inconfort. Par contre, j'ai vu aussi ce que ça m'a apporté et très très vite. Et du coup, quand on met les deux en relation, oui, il y a une partie inconfort, mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est en accord avec mes objectifs? Ouais, je vais continuer quand même. Voilà, exactement. Donc, je pense que là, pour cette habitude-là, je cours partout, j'ai pas le temps pour moi. On vous a donné, je pense en tout cas, suffisamment de petites actions à faire, de petites actions, mais avec un grand pouvoir. Exactement. Implique-t-il de grandes responsabilités? Ça, quand même, hein. Dans cet épisode, on a déjà vu quelques techniques pour essayer de corriger la première des problématiques. Vu qu'on a enregistré pendant plus de 2 heures et pour garder tout ce contenu digeste au maximum, je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour aborder les problématiques suivantes. Je vous dis donc à très vite dans Les habitudes qui changent vraiment le game, partie 2.